La vie est une idée simple à formuler, mais elle a dérouté philosophes, naturalistes et biologistes pendant des milliers d'années. C'est probablement le processus chimique et physique le plus complexe de l'univers. Elle est tellement impressionnante qu'on pourrait croire que ce joyau de la biologie est quelque chose d'unique à la Terre. Une curiosité du cosmos. Quelque chose qui n'est arrivé qu'ici et qui ne se reproduira plus jamais. Et pourtant, en même temps, nous avons essayé de communiquer avec l'espace, en envoyant des signaux radio vers les étoiles, en espérant peut-être une réponse depuis l'obscurité. Depuis les années 1990, nous avons découvert plus de 5000 planètes en dehors de notre système solaire. Et cela a complètement changé notre manière de voir les possibilités de vie dans l'univers. Nous savons désormais que les planètes semblables à la Terre sont bien plus communes que ce que nous pensions. Avec la découverte de ces milliers d'exoplanètes est réellement née la science de l'astrobiologie, ou exobiologie. Pour la première fois, nous avons pu parler de vie en dehors de la Terre, de façon scientifique, et pas seulement comme une idée de fiction. En quelques décennies, la vie extraterrestre a cessé d'être un simple thème de roman et de film pour devenir une possibilité réelle, tellement sérieuse que nous avons investi des milliards de dollars dans de nouveaux télescopes pour la chercher. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, tu vas voir pourquoi il est possible que nous soyons la génération qui assistera à la découverte la plus importante de l'histoire. Démontrer qu'il existe de la vie extraterrestre. Même si, bien sûr, elle pourrait être très différente de ce que nous imaginons. Tu découvriras aussi quand et comment la planète Terre va mourir. Tu apprendras à connaître les régions de l'univers où il ne peut presque plus exister quoi que ce soit. Tu comprendras mieux à quel point notre planète est rare et spéciale, avec toute sa vie et sa diversité. Et grâce à cela, nous pourrons essayer de répondre à une grande question. Où sont les autres? Et, au bout du compte, il se peut que tu ne regardes plus jamais le ciel de la même façon. Ce sont quelques-unes des raisons possibles de ce grand silence. L'une des façons les plus connues d'estimer combien de civilisations actives il pourrait y avoir dans la Voie lactée, capables de communiquer avec nous, est l'équation de Drake, proposée en 1961. Cette équation combine plusieurs variables dont les estimations peuvent varier énormément. Combien d'étoiles il y a dans la galaxie? Combien ont des planètes? Combien de ces planètes ressemblent à la Terre? Combien se trouvent dans la zone habitable? Combien développent de la vie? Combien donnent de naissance à une vie complexe et intelligente? Et enfin, combien deviennent capables de communiquer? Ce qui est fascinant, c'est que, selon les valeurs que tu choisis pour chaque terme, la galaxie peut être pratiquement déserte ou bondée de civilisations. Cette énorme incertitude fait partie de ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi. Si la vie intelligente n'est pas si rare, pourquoi ne voyons-nous aucun signe clair de quelqu'un d'autre? Peut-être que la plupart des civilisations s'autodétruisent avant de pouvoir coloniser la galaxie, ou peut-être que les distances sont si gigantesques qu'elles coïncident très rarement dans le temps. Il est aussi possible que nous cherchions aux mauvaises fréquences, ou bien que la vie intelligente préfère ne pas se faire remarquer. Chacune de ces possibilités nous dit quelque chose de dérangeant, mais de très profond, sur notre propre futur en tant qu'espèce. Comprendre ce silence peut être tout aussi important que de trouver, un jour, le premier signal prouvant que nous ne sommes pas seuls. Rien que dans notre galaxie, il pourrait y avoir près de 500 milliards d'étoiles. Et dans tout l'univers, plus de 2000 milliards de galaxies. Cela signifie qu'il pourrait y avoir des quadrillions, voire des quintillions de lieux possibles où la vie pourrait apparaître, voire bien davantage. Ainsi, selon Drake lui-même, rien que dans notre galaxie, il pourrait exister en ce moment entre 1000 et 100 millions de civilisations intelligentes. Pour lui, il était bien plus difficile de croire que nous sommes seuls que de penser le contraire. Il est mort en imaginant un univers plein de vie. De là naît le célèbre paradoxe de Fermi, qui pose une question très simple, mais inquiétante. Si l'univers est si vaste, et si les probabilités de vie sont si élevées, où est tout le monde? Pourquoi les projets dédiés à la recherche de vie extraterrestre, comme le programme SETI de la NASA, n'ont-ils jamais obtenu de résultats vraiment prometteurs, du moins à ce que nous en savons? Les disques d'or des sondes Voyager seront-ils un jour interceptés et appréciés par une forme de vie suffisamment semblable à nous pour en comprendre le sens? Si cela arrivait, on y trouverait une archive très précieuse de ce qu'a été l'humanité.
des musiques, des salutations en dizaines de langues et des photos de la vie sur Terre. Sur ces disques, il y a assez d'informations pour qu'on puisse nous localiser, même s'ils arrivent ici bien longtemps après notre extinction. Car les sondes survivront des milliards d'années et traverseront toute la galaxie. Pour l'instant, nous ne connaissons pas d'autres planètes abritant la vie. Mais nous avons au moins un grand exemple, la Terre. En étudiant l'histoire de notre propre planète, nous commençons à avoir des bases pour imaginer à quoi pourrait ressembler la vie dans d'autres endroits de l'univers. Essayons de comprendre quelle est l'espérance de vie de la biosphère terrestre et à quel moment elle atteint son potentiel maximum, depuis la formation de la planète jusqu'à sa destruction. Mais pour le comprendre, nous devons voyager en arrière, dans le temps d'environ 4 milliards 700 millions d'années, jusqu'à la naissance de notre planète, ce que l'on appelle l'éon chaotique. À ce moment-là, l'univers avait environ 9 milliards d'années et de nombreuses générations d'étoiles géantes étaient déjà nées et mortes. Ces étoiles, à la vie très courte, explosèrent de façon colossale à la fin de leur existence. Ce sont les supernovas. C'est lors de ces explosions que se formaient les éléments lourds du tableau périodique. Aujourd'hui encore, ces explosions se produisent. Elles marquent la fin spectaculaire des plus grosses étoiles de l'univers. Grâce à ces explosions violentes, l'espace interstellaire s'est peu à peu rempli de carbone, d'oxygène, de fer, de silicium et de nombreux autres éléments indispensables à la formation de planètes rocheuses et, plus tard, d'êtres vivants. Chaque atome de calcium dans tes os, chaque atome de fer dans ton sang est né un jour au cœur d'une étoile qui a fini par exploser. La Terre s'est formée à partir de ce matériau recyclé, dans un environnement extrêmement hostile, bombardé de météorites et soumis à une activité volcanique intense. Pourtant, ce chaos initial a aussi été une opportunité. Il a apporté de l'eau, des composés organiques et assez d'énergie pour qu'à un moment donné, les premières cellules et les premières molécules autoréplicatives apparaissent. Comprendre cette origine violente et cosmique de notre planète nous rappelle que la vie n'est pas apparue malgré l'univers, mais grâce à ces processus les plus brutaux et grandioses. Et si cela s'est produit ici, dans un coin quelconque de la Voie lactée, cela pourrait peut-être se répéter dans beaucoup d'autres endroits. Les étoiles les plus petites, au contraire, brillent moins, sont plus froides et vivent beaucoup plus longtemps. Notre Soleil est plus grand que la majorité des étoiles de l'univers. Mais il est loin d'être parmi les plus grandes. Il s'est formé au sein d'une nébuleuse, un immense nuage de gaz où naissent les étoiles. Autour de cette proto-étoile est apparu un disque d'accrétion, une sorte d'anneau de gaz, de poussière et de roche, où, grâce au choc et à l'accumulation de matière, se sont formées les planètes et d'autres corps. Dans une région très semblable de ce disque, se disputaient l'orbite, la prototerre et Theia, deux protoplanètes dans la phase finale de leur formation. Leur danse gravitationnelle s'est achevée par un impact gigantesque qui a donné naissance à la fois à la Terre et à la Lune. Ce choc n'a pas seulement créé la Lune, il a aussi remué l'intérieur de la Terre, a fondu une grande partie de sa surface et a probablement contribué à la différencier en noyau, manteau et croûte. De plus, la présence de la Lune a stabilisé l'axe de rotation de notre planète et généré des marées intenses qui allaient jouer plus tard un rôle important dans la chimie des premières côtes et des premiers océans. C'est là qu'a commencé l'éon AD1, les premiers milliards d'années infernales de notre planète. C'est dans cette soupe chimique chaude, sombre et chargée d'électricité qu'ont émergé les premiers êtres vivants. On pourrait penser que ces conditions étaient trop extrêmes pour la vie. Mais les études les plus récentes indiquent le contraire. Cet environnement extrême a été précisément ce qui a permis à la vie d'apparaître. Il est possible que les premiers organismes soient apparus près de sources hydrothermales au fond de l'océan, où la chaleur interne de la planète alimentait des réactions chimiques très énergétiques. Et c'est une bonne nouvelle, car cela suggère que la vie peut être quelque chose de relativement courant lorsque les conditions adéquates sont réunies. Des planètes rocheuses avec de l'eau liquide à leur surface. Et si le simple four chimique de la formation des planètes suffisait à créer la vie? Cela signifierait que beaucoup de planètes rocheuses pourraient générer de la vie très tôt dans leur histoire. Mais que la vie apparaisse n'est que la première étape. Qu'elle se maintienne, c'est autre chose.
Comme nous le verrons, il faut de nombreuses conditions de stabilité pour qu'une planète reste habitable pendant des milliards d'années. Il existe une infinité de catastrophes qui peuvent la stériliser. La mort d'une étoile voisine, le passage d'un corps qui perturbe son orbite, une grande collision ou des changements internes à la planète elle-même. Mars et Vénus, par exemple, ont peut-être été aussi habitables que la Terre il y a des milliards d'années. Mais leur évolution a fini par en faire des mondes inhospitaliers. Mars a perdu une grande partie de son atmosphère et de son eau, ne laissant qu'un désert glacé. Vénus, au contraire, est entrée dans un effet de serre incontrôlé, devenant un four toxique. La Terre, entre ces deux extrêmes, a réussi à se maintenir dans une bande extrêmement étroite d'équilibre. Cette bande est celle que, peut-être, beaucoup d'autres mondes tentent de conserver en ce moment même dans quelques recoins de la galaxie. Vénus, parce qu'elle est trop proche du Soleil, a subi un effet de serre incontrôlé. Son atmosphère est très dense et riche en dioxyde de carbone, ce qui emprisonne la chaleur de manière excessive. À la surface, on atteint plus de 460 degrés Celsius, de quoi faire fondre le plomb. Mars, au contraire, était trop petite. Son noyau s'est refroidi rapidement. Elle a perdu son champ magnétique et, avec lui, son atmosphère. Le vent solaire l'a peu à peu arraché, laissant un monde sec et glacé. La Terre a eu plus de chance. Elle est restée au bon endroit. Elle a la taille adéquate, une atmosphère stable et se trouve à la bonne distance du Soleil pour maintenir de l'eau liquide et un climat relativement stable pendant des milliards d'années. En plus, son champ magnétique agit comme un bouclier face au vent solaire. Et la tectonique des plaques aide à recycler le dioxyde de carbone, empêchant l'effet de serre de s'emballer ou de disparaître complètement. C'est un équilibre fragile, mais qui fonctionne depuis très longtemps. Dans ces premiers océans, la vie a probablement commencé avec des molécules capables de se copier elles-mêmes, de petits fragments d'ARN autoréplicatifs. Avec le temps, ces systèmes simples se sont retrouvés enfermés dans des membranes, formant des protocellules. L'étape suivante a été la coopération. Certaines de ces unités chimiques ont commencé à se regrouper, à spécialiser leurs fonctions et à échanger énergie et matière. C'est ainsi que la biologie a réellement commencé. D'une façon ou d'une autre, de cette chimie chaotique a fini par émerger un ancêtre commun à tous les êtres vivants que nous connaissons aujourd'hui, des bactéries jusqu'aux humains. Les fossiles les plus anciens que nous connaissons sont des microbes trouvés dans des roches d'Australie occidentale, qui ont environ 3,5 milliards d'années. Cela signifie que la vie est apparue très tôt après la formation de la planète. Quelques centaines de millions d'années seulement après le chaos initial, il existait déjà des bactéries capables de faire la photosynthèse. Elles ont eu un tel succès qu'elles ont transformé la planète entière. Elles ont libéré de l'oxygène dans l'atmosphère et modifié à jamais la chimie des océans. Nous appelons cet événement la Grande Oxydation, et il s'est produit il y a environ 2,4 milliards d'années. L'oxygène a été à la fois une bénédiction et un désastre. Pour la plupart des micro-organismes anaérobies qui vivaient sans oxygène, c'était un poison, et beaucoup ont disparu. Mais d'autres ont appris à l'utiliser comme source d'énergie, et la respiration cellulaire est née ainsi. Cette révolution métabolique a permis l'apparition d'organismes plus grands, plus complexes et plus actifs. Au cours du milliard d'années suivant, la Terre a été une planète dominée par les microbes. Mais là encore, la coopération a tout changé. Certaines bactéries ont commencé à vivre à l'intérieur d'autres dans une relation si étroite qu'elles ont fini par fusionner. C'est ainsi qu'ont surgi les cellules eucaryotes, dotées d'un noyau et d'organites internes, comme les mitochondries. Ce fut l'un des pas les plus importants de toute l'évolution. Sans lui, ni animaux, ni plantes, ni champignons n'existeraient. À partir de ce moment, la vie disposait de cellules géantes, bien plus polyvalentes, capables de former des tissus, des organes et, avec le temps, des écosystèmes entiers aussi complexes que ceux que nous voyons aujourd'hui. Les premiers organismes multicellulaires sont apparus il y a environ 600 millions d'années, dans les océans de la période édiacarienne. Ils n'avaient ni squelette ni coquille, mais formèrent des corps avec différents types de tissus spécialisés. C'étaient des créatures étranges, en forme de feuilles, de disques ou de rubans collés au fond marin, comme des tapis vivants. Plus tard, au Cambrien, il y a environ 541 millions d'années, il s'est produit quelque chose d'extraordinaire. L'explosion cambrienne. En très peu de temps à l'échelle géologique, presque tous les grands types de corps animaux que nous connaissons aujourd'hui sont apparus. Arthropodes, mollusques,
chordés, échinodermes. Ce fut une explosion de diversité biologique sans précédent. Les mers se sont remplies de créatures bizarres et la compétition pour survivre a accéléré l'évolution. Des prédateurs et des proies sont apparus avec coquilles, pinces, dents et yeux de plus en plus complexes. Les chaînes alimentaires sont devenues plus élaborées et la sélection naturelle a agi avec beaucoup de force. Certaines espèces ont disparu rapidement, d'autres se sont diversifiées en centaines de formes différentes. À partir de là, la vie a commencé à expérimenter toutes les stratégies possibles. Creuser, nager, filtrer, chasser et fuir. Il y a environ 450 millions d'années, les plantes ont commencé à conquérir la terre ferme. Ensuite sont arrivés les insectes et les amphibiens. Le paysage est devenu vert et l'oxygène dans l'atmosphère a encore augmenté. Plus tard sont apparus les reptiles et, parmi eux, les dinosaures, qui ont dominé la Terre pendant plus de 160 millions d'années. Mais même eux étaient destinés à disparaître. Pendant ce règne extrêmement long, il y a eu plusieurs extinctions, des changements climatiques et des réorganisations complètes des écosystèmes. Il y a 66 millions d'années, un astéroïde d'environ 10 km de diamètre s'est écrasé sur ce qui est aujourd'hui la péninsule du Yucatan. L'énergie libérée a été si énorme qu'elle a détruit environ 75% des espèces de la planète, dont presque tous les dinosaures. Pourtant, cette catastrophe a ouvert la voie aux mammifères. Petits, nocturnes et opportunistes, les mammifères ont survécu cachés dans des terriers et des forêts, en attendant leur chance. Avec le temps, certains sont devenus plus grands, plus intelligents et plus sociaux. Parmi eux, un groupe de primates a commencé à développer des mains très habiles et des cerveaux de plus en plus complexes. Leur foyer était les forêts tropicales d'Afrique. Là, ils ont appris à coopérer, à prendre soin de leurs petits, plus longtemps et à communiquer de façon toujours plus sophistiquée. Pendant des millions d'années, ces primates ont changé pour s'adapter à une planète en transformation constante. Le climat variait, les glaciations sont arrivées et les savanes se sont étendues. Cela les a obligés à se redresser sur deux jambes pour voir au-dessus des hautes herbes et libérer leurs mains. Marcher debout a été le premier grand pas vers ce que nous appelons aujourd'hui l'humanité. À partir de là, la culture, la technologie et le langage allaient commencer à jouer un rôle aussi important que la biologie elle-même. L'Australopithecus, l'un de nos ancêtres les plus anciens, marchait déjà sur deux jambes il y a plus de 3 millions d'années. Il avait un petit cerveau, mais une grande curiosité. Il partageait probablement son temps entre les arbres et le sol, cueillant des fruits, charognant des restes d'animaux et explorant son environnement. Il fabriquait des outils de pierre très simples et vivait en groupe. Son monde était plein de dangers comme de grands félins, des hyènes et des crocodiles, mais aussi d'occasions d'apprendre, de partager et de coopérer. De ces australopithèques est apparu, il y a environ 2,5 millions d'années, le genre Homo. Et avec lui, un nouveau type d'intelligence. Une intelligence qui ne servait pas seulement à survivre, mais aussi à imaginer et à planifier. Ont émergé Homo habilis, Homo erectus, Homo heidelbergensis, les Néandertaliens et finalement, nous, Homo sapiens. Chaque espèce a apporté quelque chose de nouveau. Un meilleur contrôle du feu, une plus grande capacité à marcher sur de longues distances, des outils plus complexes, la graine de la pensée symbolique. Avec la maîtrise du feu, les premiers humains ont pris le contrôle de l'une des forces les plus puissantes de la nature. Ils ont appris à cuisiner, à se réchauffer la nuit, à éloigner les prédateurs et à se rassembler autour des flammes. Ces premiers feux de camp ont été nos premiers foyers. C'est là qu'est née la culture. Autour du feu, on racontait des histoires, on partageait des connaissances et on renforçait les liens du groupe. C'est peut-être là qu'ont aussi surgi les premiers mythes, les premières peurs partagées et les premières explications sur le ciel et la mort. Le feu a aussi transformé notre corps. La nourriture cuite se digère mieux et fournit plus d'énergie. Cet excédent d'énergie a permis au cerveau de grandir et de devenir l'organe le plus gourmand du corps. Ainsi, le feu n'a pas seulement transformé ce que nous mangions, il a aussi contribué à façonner notre intelligence et notre vie sociale, en favorisant de longues réunions, des conversations et la coopération. De son côté, Homo erectus a été le premier à quitter l'Afrique. Il a atteint l'Asie, l'Europe et même des îles qui n'ont jamais été reliées au continent par la terre ferme. Grâce à son ingéniosité, il a fabriqué des outils de plus en plus précis. Biface, hache de main, lance. Il a aussi été le premier à marcher totalement redressé, avec un corps très semblable au nôtre. C'était un voyageur infatigable,
capables de s'adapter à des climats très différents. Plus tard sont apparues des espèces comme Homo heidelbergensis et, ensuite, les Néandertaliens, qui ont vécu en Europe pendant des centaines de milliers d'années. Loin de l'image de l'homme des cavernes, maladroit et brutal, les Néandertaliens étaient sophistiqués. Ils fabriquaient des outils, enterrèrent leurs morts, prenaient soin des malades et des personnes âgées et maîtrisèrent le feu. Ils avaient probablement une forme de langage et peut-être une expression artistique simple. Ils étaient aussi humains que nous, même avec un autre aspect et peut-être une autre façon de ressentir. Les Néandertaliens ont été nos cousins, pas nos ennemis. En fait, nous partageons avec eux une partie de notre ADN, environ 2% dans la plupart des populations non africaines. Cela signifie qu'à un moment donné, nous n'avons pas seulement coexisté avec eux, mais aussi que nous nous sommes mélangés. Il est possible que beaucoup de traits que nous considérons aujourd'hui comme humains, résistance physique, défense du système immunitaire et même certains aspects de la personnalité, soient des fois le fruit de ce métissage ancien. Nous sommes, en réalité, le résultat de nombreux lignages humains entremêlés. Une espèce métisse qui porte en elle la mémoire génétique d'autres humains qui ne sont plus là. Pendant ce temps, en Afrique, une nouvelle espèce est apparue, Homo sapiens. Nous avions un cerveau plus arrondi, un front haut et une capacité symbolique jamais vue. Notre plus grande arme n'a pas été la force, mais l'imagination. Nous avons appris à créer des mondes dans notre esprit, à planifier l'avenir, à rêver, à croire. Nous avons commencé à représenter des animaux et des esprits sur les parois des grottes, à porter des colliers, des pigments et des ornements qui ne servaient ni à chasser ni à manger, mais à dire qui nous sommes au sein du groupe. Il y a environ 70 000 ans, notre espèce a commencé à s'étendre hors d'Afrique, emportant avec elle le feu, le langage et les histoires. Nous avons traversé des déserts, des jungles, des glaciers et des mers. Nous sommes arrivés en Asie, en Europe, en Océanie et, finalement, en Amérique. Dans chaque nouveau lieu, les humains ont transformé le paysage, domestiqué des animaux, inventé des outils et développé musique, art et spiritualité. Partout où l'on trouvait des traces humaines, on trouvait aussi des mythes, des rituels et des façons d'expliquer le monde. Le langage articulé a été un autre grand tournant. Il a permis de transmettre des idées complexes, d'organiser de grands groupes et de créer des cultures. Les mots nous ont donné du pouvoir sur le temps. Grâce à eux, nous avons pu nous souvenir du passé et imaginer l'avenir. C'est ainsi qu'est née la conscience historique. Ils nous ont aussi permis de coordonner des travaux collectifs, construire des abris, planifier des chasses, répartir les tâches, prendre des décisions en groupe. Une histoire bien racontée pouvait unir des centaines ou des milliers de personnes qui ne s'étaient jamais vues. Et c'est ainsi que notre capacité à coopérer en grands groupes a fait de nous l'espèce dominante de la planète. Nous sommes les seuls animaux capables de collaborer massivement avec des inconnus en nous basant sur des idées partagées. Religion, loi, argent, drapeau. Grâce à cela, nous avons pu construire des civilisations. D'abord sont arrivées l'agriculture et les premiers villages, puis les villes, les empires, les bibliothèques, les universités, les réseaux mondiaux. Mais cette même capacité à créer nous a aussi donné le pouvoir de détruire. L'esprit qui a peint les grottes de Lascaux et élevé les pyramides est le même qui a inventé les armes nucléaires et la déforestation massive. Cette dualité nous accompagne depuis le début. Nous sommes à la fois créateurs et destructeurs, rêveurs et bourreaux. Nous pouvons prendre soin d'une forêt sacrée pendant des générations, ou la raser en quelques décennies. En seulement quelques milliers d'années, nous sommes passés de la fabrication de haches en pierre au lancement de fusées dans l'espace. Si toute l'histoire de la Terre tenait dans une seule année, l'histoire humaine, les premières peintures rupestres jusqu'à aujourd'hui, n'occuperait que les dernières minutes du 31 décembre. Et pourtant, ces quelques minutes ont suffi pour transformer complètement la planète. Nous avons déclenché une nouvelle ère géologique marquée par notre empreinte. Nous avons dévié des fleuves, modifié des vents et aplati des montagnes. Nous avons transformé des forêts en champs, des animaux en bétail et des minéraux en villes. La nature n'a pas disparu, mais elle s'est mêlée au monde humain. Et, presque sans nous en rendre compte, nous avons commencé à nous voir comme quelque chose de séparé de la nature qui nous a créés. Nous avons oublié que nous dépendons toujours de l'air, de l'eau, du sol et de millions d'espèces invisibles. Ce n'est qu'aujourd'hui que nous commençons à comprendre que, si nous voulons avoir un avenir, il faudra nous réconcilier avec la planète dont nous sommes issus. Pourtant,
tout ce que nous construisons vient de la Terre. Le téléphone avec lequel tu regardes cette vidéo est fait de métaux, d'eau et de sable. Les mêmes matériaux qui ont servi à fabriquer les premiers outils de pierre. L'électricité qui l'alimente vient de réactions chimiques, du vent, du soleil ou d'anciennes forêts transformées en charbon et en pétrole. L'être humain n'a jamais cessé de modeler la nature. Il a simplement appris à le faire avec bien plus de précision, à l'échelle microscopique et planétaire à la fois. Notre histoire est celle d'une ascension très improbable. D'être proie sans défense dans les savanes africaines, nous sommes devenus l'espèce dominante de la planète. Mais cette victoire a un prix. Sur notre chemin, nous avons laissé des extinctions, des déserts et de profondes cicatrices. Parfois, nous nous prenons pour des dieux. Mais nous restons des animaux qui ont besoin d'air, d'eau et d'une température adéquate pour survivre. Aucune technologie n'a changé ce fait fondamental. Avec l'apparition de l'agriculture, il y a environ 10 000 ans, nous avons opéré un tournant décisif. Nous avons appris à domestiquer plantes et animaux, et nous avons cessé de dépendre entièrement de la chasse et de la cueillette. Les premiers établissements sont nés, puis les villages, et plus tard, les villes. Dans des lieux comme la Mésopotamie, l'Égypte, la vallée de l'Indus ou la Chine, les fleuves sont devenus le centre de la vie et de la civilisation. Les calendriers ont été conçus pour savoir quand semer, les mythes pour expliquer les crues et les premières œuvres d'ingénierie pour les contrôler. L'agriculture a apporté de la stabilité, mais aussi des inégalités. En pouvant stocker des surplus de nourriture, certains groupes ont commencé à contrôler la richesse et le pouvoir. Des rois, des temples et des armées sont apparus. Et avec eux, la guerre. Les civilisations sont nées et se sont effondrées encore et encore, laissant des traces dans la pierre, la boue et le papyrus. Chacune a laissé une leçon. Comment organiser des millions de personnes, et aussi comment s'effondrer lorsqu'on surexploite les ressources ou que le pouvoir se concentre entre trop peu de mains. Il y a environ 5000 ans, nous avons inventé l'écriture. Grâce à elle, l'histoire a cessé d'être transmise uniquement de manière orale et a commencé à être consignée. Nous avons pu noter des lois, des listes, des poèmes, des accords et, surtout, des souvenirs. La parole écrite a été comme un nouveau type de feu, une façon d'illuminer la pensée à travers le temps. Elle a déjà permis à une idée de sauter d'une génération à l'autre sans se perdre complètement, à une personne de parler à l'avenir. De leur côté, la science, la philosophie et la religion ont toujours essayé de répondre aux mêmes grandes questions. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Même si nos réponses sont devenues plus complexes, les questions restent les mêmes que celles de nos ancêtres sous le ciel étoilé. Seul le décor a changé. Autrefois, ils regardèrent des feux de camp et des temples. Aujourd'hui, nous regardons des écrans et des télescopes. Et pourtant, au cours des derniers siècles, l'humanité a avancé à une vitesse jamais vue. En seulement quelques centaines d'années, nous avons découvert l'électricité, le moteur, les antibiotiques, l'avion, l'ordinateur et l'ADN. Aujourd'hui, nous envoyons des sondes aux confins du système solaire et nous observons des galaxies à des milliards d'années-lumière. Mais, dans le même temps, nous avons poussé la planète au bord de l'effondrement. Le même génie qui nous a permis de comprendre les étoiles est en train de modifier le climat, de faire fondre les glaces et de faire disparaître des espèces. Notre grande épreuve, en tant que civilisation, sera de découvrir si cette intelligence est capable de freiner à temps son propre impact. Notre civilisation repose sur un paradoxe. Nous utilisons l'intelligence que l'évolution nous a donnée pour mettre en danger les mêmes conditions qui ont permis notre existence. Nous avons changé le climat, les océans et l'atmosphère. Nous faisons disparaître des espèces plus vite que de nouvelles n'apparaissent. Et nous transformons les ressources de la Terre en déchets plus vite que la nature ne peut les absorber. Nous sommes capables de mesurer précisément ces dégâts, d'élaborer des graphiques, des rapports et des prévisions. Et pourtant, bien souvent, nous continuons d'agir comme si cela ne nous concernait pas. Si nous continuons ainsi, nous pourrions devenir les victimes de notre propre succès. L'ère de l'Anthropocène, l'époque géologique marquée par l'action humaine, pourrait aussi être le début de notre chute. Mais tout n'est pas perdu. De la même manière que nous sommes capables de ravager une forêt en quelques années, nous pouvons aussi la replanter, la protéger et la laisser en meilleur état pour les générations futures. Notre impact est énorme, mais notre capacité à rectifier l'est tout autant.
Cette même intelligence qui nous a permis de maîtriser le feu et l'électricité peut nous aider à sortir de ce piège. Aucune espèce n'a eu autant de pouvoir pour changer son propre destin. Aujourd'hui, nous avons les connaissances pour inverser une grande partie des dégâts. Nous pouvons restaurer des écosystèmes, rééquilibrer le climat et apprendre à vivre en harmonie avec la planète qui nous a donné la vie. Nous disposons d'énergies renouvelables, de techniques de conservation, d'agriculture régénératrice et d'outils de coopération mondiale qui n'ont jamais existé auparavant. Et le principal défi n'est pas technologique, mais moral. Nous devons réapprendre à nous sentir partie de la nature et non ses propriétaires. Nous rappeler que l'air que nous respirons et l'eau que nous buvons font partie du même cycle qui soutient chaque arbre, chaque poisson et chaque nuage. Nous ne sommes pas de simples observateurs du monde. Nous sommes le monde devenant conscient de lui-même. Prendre soin de la planète, au fond, c'est une manière de prendre soin de nous-mêmes. Regarder vers l'avenir, c'est comme se regarder dans un miroir. Si nous parvenons à dépasser notre propre arrogance, nous pourrons devenir des gardiens de la vie et non ses bourreaux. Nous pourrons utiliser notre créativité pour protéger et non pour détruire. C'est peut-être là le prochain pas évolutif. Non pas du corps, mais de la conscience. Une évolution qui ne se mesure pas en os ou en gènes, mais en empathie, en responsabilité et en capacité d'imaginer de meilleurs futurs. Car au fond, l'évolution ne s'arrête pas avec nous. Nous ne sommes qu'un chapitre d'une histoire bien plus longue. L'histoire de l'univers, qui tente de se comprendre lui-même. Et si nous apprenons à écouter, le silence du cosmos ne signifie pas le vide. Il devient une invitation à continuer d'explorer, de créer et de protéger. À nous rappeler que, même si nous maîtrisons le feu, nous restons de la poussière d'étoiles. Que le fer de notre sang et le calcium de nos os se sont formés à l'intérieur d'anciennes supernovas. Et qu'un jour, tout ce que nous sommes retournera aux étoiles. Entre-temps, nous avons une tâche brève, mais immense. Faire en sorte que ce petit coin de l'univers reste habitable, beau et plein de vie. L'histoire de l'humanité est, au fond, l'histoire de l'univers prenant conscience de lui-même. Chaque atome de ton corps a fait partie d'une étoile morte il y a des milliards d'années. Tout ce que tu vois, touches et ressens, depuis l'eau qui circule dans tes veines jusqu'à la lumière qui arrive à tes yeux, appartient au même tissu cosmique. Il n'y a pas de séparation réelle entre toi et l'univers. Tu es l'un de ses reflets les plus complexes. Quand tu te regardes dans un miroir, tu vois en réalité de la matière stellaire organisée de façon si sophistiquée qu'elle est capable de se demander ce qu'elle est. Si nous condensons toute l'histoire de l'univers en une seule année, le Big Bang aurait lieu le 1er janvier, et l'apparition de l'être humain se produirait dans les toutes dernières secondes du 31 décembre. Toute l'histoire écrite, empire, religion, guerre, art, science, tiendrait dans le dernier souffle avant minuit. Et pourtant, ces secondes ont suffi pour transformer complètement une planète. Jamais auparavant, durant toute cette année cosmique, une espèce n'avait autant modifié son environnement en si peu de temps. Pendant presque tout notre séjour sur Terre, nous avons été insignifiants. Une espèce de plus dans l'immense flux de l'évolution. Mais quelque chose en nous s'est allumé. Une étincelle de conscience nous a permis de nous poser des questions sur l'origine des étoiles, le sens de la vie et notre propre destin. Cette capacité à questionner, plus que la force ou la technologie, est ce qui nous rend vraiment humains. Un animal peut fuir devant le feu. Nous, en plus, nous nous demandons ce que c'est, pourquoi ça brûle et comment l'utiliser. Nous sommes les enfants du hasard et de la nécessité, comme le disait le philosophe Jacques Monod. Mais nous sommes aussi les enfants de l'émerveillement. Sans émerveillement, il n'y aurait pas de science. Sans curiosité, nous n'aurions pas traversé des océans ni construit de télescopes. Sans imagination, nous serions restés dans l'obscurité. La curiosité a été, est et sera notre feu intérieur. C'est elle qui nous pousse à ouvrir des livres, à regarder par la fenêtre, à lever les yeux vers le ciel nocturne et à sentir qu'il reste encore quelque chose à comprendre. Mais toute flamme a besoin d'être entretenue. Si nous l'utilisons pour éclairer, elle peut nous guider vers un futur plus sage. Si nous l'utilisons pour dominer, elle peut nous détruire. Notre mission n'est pas de conquérir l'univers, mais de le comprendre. Et comprendre ne veut pas dire contrôler, mais reconnaître que nous en sommes une partie inséparable. Peut-être que le véritable progrès ne consiste pas à aller plus loin, mais à mieux comprendre où nous sommes et quelle responsabilité implique le fait d'être vivant dans un univers qui, un instant,
a appris à se regarder lui-même à travers nos yeux. Peut-être qu'au fond, l'évolution n'a pas de but clair. Ou peut-être que son but est justement celui-ci. Créer des êtres capables de voir la beauté du monde, de s'émouvoir devant un lever de soleil, d'aimer une autre personne, de regarder le ciel et de ressentir de la gratitude. C'est peut-être cela que le cosmos cherchait. Une manière de faire l'expérience de lui-même à travers la conscience. Nous ne savons pas s'il y a une intention derrière tout cela. Mais nous savons que, pendant un instant infime à l'échelle de l'univers, il existe quelque chose capable de dire « c'est beau » et cela compte. Maintenant que nous avons parcouru ce long chemin, des premières molécules jusqu'aux pensées les plus profondes, une question demeure. Que allons-nous faire de ce miracle? Allons-nous continuer à ériger des frontières? Ou apprendrons-nous enfin à nous voir comme une seule humanité? La Terre ne nous appartient pas. Nous appartenons à la Terre. Chaque ligne sur une carte, chaque drapeau est une construction mentale. L'air, les océans et les montagnes ne connaissent pas les pays. Depuis l'espace, notre planète n'est qu'une sphère bleue sans division, fragile et lumineuse. Quand le dernier être humain disparaîtra, l'univers sera toujours là, immense et indifférent. Les galaxies continueront de tourner, les étoiles continueront de naître et de mourir comme si rien ne s'était passé. Mais tant que nous existerons, chaque acte de bonté, chaque découverte, chaque mot qui relie un esprit à un autre sera une façon de prolonger la vie du cosmos. Tant qu'il y aura de la conscience, l'univers ne sera pas complètement seul. Dans chaque geste de soin, dans chaque idée partagée, il y a une petite victoire contre le vide. Ainsi s'est déroulée, et se déroule encore, l'évolution humaine. Une histoire de lumière surgit de l'obscurité, de fragilité convertie en pouvoir, de peur transformée en compréhension. D.C. Nous avons trébuché bien des fois, nous avons causé des dommages, mais nous avons aussi appris, demandé pardon, reconstruit. Et si cette histoire nous enseigne quelque chose, c'est que la vraie grandeur ne réside pas dans la domination de la planète, mais dans le fait d'en prendre soin. Pas dans le fait d'être les plus forts, mais dans la capacité de protéger les plus vulnérables, humains ou non humains. Nous sommes la seule espèce capable de choisir son destin. Nous pouvons regarder le passé et apprendre, regarder l'avenir et changer. De proie sans défense, nous sommes devenus de possibles gardiens de la vie. Peut-être est-ce là l'objectif final de l'évolution. Non pas la domination, mais la conscience. Non pas la conquête, mais la compassion. Qu'une espèce cesse de ne penser qu'à elle-même pour commencer à penser à l'ensemble du vivant est en soi un saut évolutif. Car l'univers ne nous a pas seulement donné la vie, il nous a aussi donné la capacité d'aimer. Et tant que l'amour existera, le cosmos restera vivant en nous. Chaque fois que nous prenons soin de quelqu'un, que nous défendons une forêt, que nous consolons un ami ou que nous regardons les étoiles avec tendresse, nous répondons, à notre manière, à cette grande question cosmique. Et peut-être que cette réponse n'est pas faite de mots, mais de quelque chose de bien plus simple et profond. Le désir que la vie, où qu'elle se trouve, puisse continuer à s'épanouir.